Maybe sometimes you got it wrong, but it's alright. The more things seem to change, the more they stay the same. Je vous présente mes amis dans un instant, mais auparavant, je voulais qu'ils sachent à qui ils avaient fait à déjeuner. Alors, mon invité d'aujourd'hui, c'est Marie de Noailles, un nom que vous connaissez, qui est dans l'histoire de France, et qui, cette fois, est associé à un mot très particulier, addict, c'est son visage. On parle des addictions. Aujourd'hui, elle est addictologue, Marie. Elle est psychologue, elle est diplômée, elle aide des gens à s'en sortir, quelle que soit l'addiction, parce qu'elle a étudié. Mais sa légitimité, c'est aussi son histoire, et elle a accepté de le raconter à visage découvert. Et donc, ça s'appelle Addict. Et donc, elle m'a présenté effectivement des gens importants pour elle, qui étaient là, dans les moments difficiles, et puis qu'elle a aidé à s'en sortir. Donc, il s'agit de Patrick et de Bénédicte. Et puis, le petit frère, qui a quand même 33, c'est ça? Ouais, c'est Voilà, le petit frère de 33 ans qui raconte comment ça se passe dans une famille où c'est une famille heureuse et aimante, et il y a quelqu'un qui descend aux enfers. Voilà. Et Marie a expliqué qu'elle avait longtemps eu la sensation d'être un poids pour les autres, et aujourd'hui, donc, elle est dans l'aide et dans la transmission. Et donc, je présente mes camarades qui, eux, sont à la recherche des idées qui changent le monde, parce que finalement, ils sont au courant de tous les fléaux de la société, même les plus graves, et ils s'intéressent finalement, au lieu d'être impuissants, à ceux qui n'acceptent pas la fatalité, un peu comme vous. Et ceux qui décident qu'il y a des solutions, même si elles paraissent petites, elles peuvent en inspirer beaucoup d'autres. Alors Luc, j'aime bien le présenter comme l'homme idéal, l'homme que j'aimerais être. Il sait cuisiner, il sait jouer de la guitare, il a été homme au foyer pendant 8 ans. Ça fait toujours son petit effet, ça, en général. Oui, c'est vrai. Et il s'intéresse à ce qui, finalement, est dans notre société, toute l'humanité qu'il y a dans notre société, la convivialité, la chaleur, tout ce qui nous manque. Et donc, on va parler de quoi aujourd'hui, Luc? Aujourd'hui, en fait, moi, je voulais vous parler de la précarité. En fait, aujourd'hui, en 2016, il y a 14% de la population française qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Aujourd'hui, on serait en France, il y aurait en France 8 millions de personnes qui vivent avec moins de 1 000 € par mois. Donc c'est un chiffre important, et ce chiffre est d'autant plus alarmant qu'en 10 ans, ce nombre a augmenté d'1 million. La situation est grave, mais pas désespérée, et mes petits camarades vont vous en parler. Oui, il y a des solutions issues là. Alors Céline, j'aime bien dire qu'elle est jardinière. Enfin, elle aime dire qu'elle est jardinière. Elle est beaucoup plus que ça. Elle s'intéresse au vivant et notamment au végétal qui peut sauver des vies. Et de quoi tu veux nous parler aujourd'hui? Alors justement, pour sortir la tête de l'eau, on sait tous que trouver du travail, c'est quelque chose d'important. Et en Bretagne, aux eaux de Pont-Scorff, donc dans un environnement exceptionnel, les espaces verts sont entretenus par des personnes en réinsertion, donc qui deviennent les jardiniers et les paysagistes. Donc on va en parler dans un instant. Brigitte. Alors Brigitte, on est ensemble, le lapsus. Brigitte, on travaille ensemble depuis 16 ans et demi. À chaque fois que vous m'avez vu interviewer quelqu'un à la télévision, qu'il soit célèbre ou anonyme, c'est souvent elle qui lui a parlé avant et qui me l'a présenté. Et donc quand elle m'a présenté des gens inconnus, elle me disait, tu vas voir, tu vas l'adorer. Et elle se trompe rarement. Donc Brigitte, tu vas nous parler de quoi? Je vais vous parler des SDF. Après le logement et la nourriture, le problème qui se présente à eux, c'est la propreté. Alors comment faire pour trouver une solution? Eh bien, 2 jeunes Australiens ont eu une idée fantastique qu'ils ont mis en pratique. Merci. Mais on est là Mon pour vous aider. sauveur. Mais on est là pour t'aider. Voilà, Martin a 21 ans et ce jeune garçon pourrait être en boîte de nuit par exemple, mais figurez-vous qu'il a créé quelque chose de très particulier, un site internet qui s'appelle les Sans-A, les sans-abri, les sans-amour. Et sans argent, sans amitié, sans affection, mais toujours avec histoire, humour, espoir, envie. Voilà, il était notre invité il n'y a pas si longtemps et on lui a dit il faut absolument qu'il fasse partie de la bande. Il s'intéresse à des sujets qui nous intéressent et il s'intéresse aux solutions. Alors Martin, on va parler de quoi aujourd'hui? Comme le disait Brigitte, le principal problème des personnes sans abri, c'est aussi de rester propre, de rester digne. Et alors, c'est pas une initiative qui est à l'étranger, mais c'est bien en France. Et ça permet aux sans-abri de rester propres, de pouvoir affronter la prochaine étape de leur réinsertion. C'est vrai que les sans-abri, on les croise tous les jours dans les rues de nos villes. Il serait à peu près 150 000 en France aujourd'hui, des gens qui n'ont plus de toit. Hein, c'est ça, Martin, à peu près, Tout à fait. On peut dire ça. Et ces sans-abri, eh bien, la rue, personne ne la connaît mieux qu'eux. Ils y dorment, ils y vivent, ils y mangent, ils y font tout un tas de trucs. Et alors imaginons 2 minutes que ces sans-abri, qui ont une connaissance parfaite de la rue, de leur quartier, deviennent en fait des guides pour les touristes. Et c'est une idée qu'a eue une association qui s'appelle Alternative Urbaine.
Et l'idée, c'était justement de se dire, avec leurs connaissances, on pourrait leur apprendre à être un peu guide de leur quartier, de leur rue, et de pouvoir emmener des touristes visiter leur quartier. L'association même, elle appelle ces personnes, quand ils font ce petit job, des éclaireurs urbains. Je trouve que c'est joli comme nom, non? C'est surtout des gens qui ont la sensation de ne jamais être regardés. Exactement. L'idée qu'on les suive dans un quartier, sur le papier, c'est magnifique. Et là, je voulais vous parler de Virginie, qui a 48 ans. Virginie, on peut le dire, elle a pris un TGV dans la tronche, en fait, il y a quelques années. Elle a été licenciée, elle était formatrice en informatique, elle a quitté un mari qui la battait, et aujourd'hui, elle est devenue éclaireuse urbaine. On regarde le reportage. À l'heure actuelle, n'importe qui peut se retrouver sur le trottoir. Vraiment n'importe qui. Je me suis retrouvée à la rue. Du jour au lendemain, plus rien, juste à peine 3-4 vêtements. J'arrivais alors avoir de temps en temps une place avec le 115, mais malheureusement, je suis pas la seule à être dehors. Moi, ce que je trouve extrêmement difficile quand on est à la rue, c'est le manque de repères et puis la peur. Il y a une angoisse tout le temps. Bonjour à tous et bienvenue. Je me présente, je m'appelle Virginie de l'association Alternative Urbaine. Je vais vous emmener en balade entre Alésia, où nous sommes, et Montparnasse. Et on va se mettre en route. L'Alternative Urbaine vous propose déjà un coup de main pour reprendre confiance en soi, pour reprendre du courage, pour ensuite se réinsérer et dans la fonction, dans le métier que l'on veut. Être éclaireuse urbaine, c'est faire partager ce qu'un endroit m'apporte comme bonheur, comme sérénité, comme joie de vivre. Donc déjà, c'est très ludique. Donc la statue qui est juste derrière vous, monsieur, c'est une statue du XVIIe siècle qui a été récupérée dans un cimetière. Les dalles de sa cour, c'est pareil, ce sont les grosses dalles qu'on trouve dans des cimetières qui étaient abandonnées. La grille est une ancienne grille d'un ancien hôtel particulier. Et les céramiques que vous voyez accrochées sur les murs, il y en a trois, je crois. Il y a celle-là aussi. C'est son papa qui les a fait. Il était céramiste. Des moments de doute, j'en ai eu, beaucoup. Et je me suis dit, jamais je vais y arriver. Et en fait, je me dis, non, vu tout ce qu'il m'apporte, tu n'as pas le droit de les décevoir. C'est devenu ma nouvelle famille. L'association Alternative Urbaine, c'est, oui, c'est tout à fait ça. C'est ma nouvelle famille. On va pouvoir y aller. Comme quoi, c'est bien de faire des balades urbaines, parce que j'ai aussi eu le plaisir de rencontrer l'artiste. Il a voulu donner un message pour l'environnement. C'est une renaissance dans le sens où j'ai l'impression que les gens étaient de moins en moins solidaires. Et c'est pas vrai. Votre réaction? Oui, c'est inspirant. C'est-à-dire que je trouve que souvent je dis si on arrive à changer le parcours ou la vie d'une personne, on a déjà tout gagné. Et effectivement, je pense que cette femme, on lui a apporté plus qu'un job, comme elle le dit si bien, une famille. Une renaissance, elle dit. Une renaissance, une famille. Moi, c'est le mot famille qui m'a marqué. Non, c'est génial. Bénédicte? Alors moi, ça me touche d'autant plus que j'ai eu une période dans ma vie où je me suis retrouvée presque à la rue, en fait. Et j'ai dû remonter la pente. Donc j'ai dû faire appel à des gens comme ça, qui m'ont réinsérée. J'ai été dans un centre maternel avec ma petite fille. Alors, de quoi on a le plus besoin à ce moment-là? Eh ben, un peu d'une famille, comme dit Marie. Il y a quelqu'un que j'oublierai jamais, qui, je sais, rêve de regarder l'émission là qu'on est en train de tourner, qui est une dame qui était travailleuse familiale dans le centre maternel où j'étais, qui m'a énormément aidée parce qu'elle a cru en moi, qui savait que j'avais des gros problèmes psychologiques, qui venait m'aider en allant cueillir des fleurs dans le jardin et tout pour moi. Et on est toujours en contact sur Facebook, on s'envoie plein de petits mots. Donc, quand elle a su que j'allais faire une émission, elle m'a dit « tu me diras quand tu passeras ». Et elle a un peu remplacé ma famille, et parce que comme à ce moment-là, tout le monde m'avait tourné le dos, voilà, ça a été
tous les gens du centre maternel m'ont aidé j'étais tout en bas et je suis ressortie de là, j'avais réglé tous mes problèmes, en fait. Ça veut dire qu'il y a des êtres humains qui peuvent aider les autres. Ah, mais... Parce qu'évidemment, on se demande toujours quoi faire quand on voit quelqu'un en détresse. Ouais. Évidemment, quoi faire? Ben, quoi faire? Leur redonner confiance en eux, déjà. Parce quand on perd sa dignité, on perd toute confiance en soi. Quand tous vos amis, toute votre famille vous a tourné le dos, vous savez plus qui vous êtes, vous avez l'impression que vous êtes rien, quoi. Moi, j'avais plus de papier, j'avais plus rien, j'ai tout perdu à un moment, vraiment, quoi. Et donc, ces gens-là, ils m'ont aidé à tout, à obtenir de nouveau tout, et surtout confiance en moi, quoi. Voilà. Et ça, c'est Merci pour ce vachement témoignage, important. merci beaucoup. Ouais, c'est On s'y attendait pas. très touchant. Ouais. Et donc Virginie aujourd'hui devait être parmi nous, mais elle est un petit peu souffrante et puis c'est quelqu'un qui est encore dans une grande fragilité. Je pense qu'aussi tout ça a dû peut-être un peu l'impressionner. Mais en tout cas, elle, comme on l'a vu dans le reportage, elle va mieux. Elle parle de renaissance, c'est fort comme Voilà, elle parle de renaissance. Grâce à l'association, elle va entamer une formation parce qu'elle veut être web designeuse, c'est-à-dire les gens qui font l'architecture des sites internet. Ça va mieux, vraiment ça va mieux. Et justement, pour parler justement de ce programme qui aide les personnes, je voulais inviter Amandine Mutin, qui est la cofondatrice de l'association. Tu veux bien, Martin? Donc elle fait partie de ceux qui ont eu l'idée. Voilà, elle fait partie de ceux qui ont eu l'idée. Alors aujourd'hui, pour vous résumer, ce programme existe depuis 2 ans. Il y a 15 personnes qui sont déjà passées par ce programme. Et déjà 5 personnes ont retrouvé un boulot à plein temps, comme éducateur, comme auxiliaire de vie, comme... Voilà. Hein. Et il y a quand même 2500 touristes qui sont passés par le biais de cette association. On a envie de vous applaudir, Amandine. Ouais. Bonjour, bienvenue. Je vous la bise. Elle a 27 ans, elle est toute Mais jeune. c'est ça, je ne m'attendais pas à voir quelqu'un d'aussi jeune. Je demande tous mes invités, Marie de Noailles, avec Emmanuel, et puis Patrick, Bénédicte et mes camarades. On vient d'avoir un témoignage, parce que Bénédicte a raconté un épisode de sa vie où elle était dans la rue, et elle vient de citer quelqu'un qui avait fait quelque chose pour elle. Donc vous faites partie de ceux qui font quelque chose pour les autres. Et donc, il y a 1000 questions, mais la première, c'est que cette idée était saugrenue quand Luc a commencé à dire « Imaginez un SDF qui devient guide touristique ». Ça a l'air un peu spécial. Vous avez l'idée quand, où? Alors, ça fait à peu près 2 ans et demi maintenant que le projet il existe. Alors, le projet il vient pas de nulle part non plus. Je pense qu'il n'y a jamais des idées qui émergent comme ça. On est aussi fait de culture, d'information. En fait, il y avait des initiatives un petit peu du même genre qui existaient à l'étranger, en Angleterre, en Espagne, en Amérique latine. Mais cette idée-là, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans la rue, à qui on dit, voilà, tu vas servir de guide puisque tu connais la rue. Ça, c'est quelque chose qui n'existait pas en tant que tel, dans le sens où ce qui existe, on connaît par exemple les visites des favelas au Brésil, qui peuvent être très très intéressantes, mais qui posent une question parfois éthique de est-ce que, en même temps, la précarité ne devient pas le moyen de subsistance de la personne? Donc ça nous a beaucoup interrogés. En effet, oui. Voilà. J'avais pas pensé. C'est des choses, on essaie vraiment de se questionner au quotidien sur notre action pour ne pas risquer de sombrer dans quelque chose qu'on ne voudrait pas. Voilà. Et donc, on a voulu créer ça de façon un petit peu différente de ce qui existe à l'étranger, en proposant des gens issus de la précarité, certes, mais la précarité, ça revêt autant de réalité que de personnes. Et donc, on s'est dit, voilà, les gens, ce qu'on leur propose pour l'instant, c'est de la manutention, du BTP, du service à la personne. Mais, donc ça peut convenir à certaines personnes, mais ça suffit pas, quoi. Les personnes dans la précarité, c'est souvent des accidents de la vie. Ça pourrait concerner vous et moi, n'importe qui, et on peut avoir d'autres aspirations que ces métiers-là. Donc on s'est dit, prenons le tourisme, inspirons-nous de ça, et en même temps, ouvrons donc un nouveau champ et ne dramatisons pas la situation. Mais vous qui avez le sens éthique, vous voyez ce que je veux dire, c'est que le raccourci il est très spécial de dire demander à quelqu'un qui est SDF de devenir guide touristique. C'est un raccourci tellement incroyable parce qu'on voit que ça marche, mais sur le papier. Ça marche bien parce que les personnes ne se limitent pas à leur histoire dans la rue. Toutes les personnes qu'on a ne sont pas SDF non plus, ça c'est quelque chose qui est important. La précarité, oui. c'est vraiment multiple. Ça peut être précarité financière bien sûr, mais aussi affective. C'est beaucoup d'isolement, beaucoup de solitude. Il n'y a pas un moment où autour de vous on dit non mais c'est n'importe quoi, ou vous-même vous vous dites mais est-ce que c'est une bonne idée? On l'a testé, on a essayé avec des personnes qu'on a rencontrées. Au départ, c'était vraiment expérimental. Racontez-moi les débuts, ça m'intéresse les débuts. Parce que plein de gens ont des idées, personne n'ose les mettre en marche, tout le monde a peur de l'échec. Ouais. Et donc vous avez dit on teste, on n'a pas peur de l'échec. Alors nous on était 3, on s'est rencontrés autour de cette idée, on savait pas trop comment la mettre en œuvre, etc. Mais on avait la même envie. Autour d'une idée, c'est-à-dire vous êtes quoi sur les bancs de la fac et Non, on était en fait, il y a une des 3 personnes qui a envoyé un mail sur un réseau, l'Auberge de la Solidarité, un super réseau de SS. Et du coup, on s'est rencontrés autour de cette annonce qui était encore floue, etc.
en se disant voilà, on a envie de travailler là-dedans, autour de ce projet. On s'est vraiment rencontrés comme ça dans un café à Paris. Et puis on a eu la chance d'être acceptés dans un incubateur. Donc, qui est un Expliquez programme. ce que C'est un programme, c'est souvent pour les technologies, les nouvelles technologies, mais aujourd'hui, on ouvre des incubateurs aussi sociaux pour des projets aussi écolos. Donc un incubateur, c'est quoi? C'est un endroit où on va se poser, on peut travailler là-bas? C'est un appel à projet, donc il faut remporter. Mais une fois qu'on est sélectionné, on arrive, on a son idée, et là pendant 6 mois, ça dépend des programmes. Nous, c'était 6 mois. On a un espace de travail qui est gratuit, puisqu'au départ, on n'a pas d'argent. On a des mentors qui nous aident à élaborer notre projet, à faire notre modèle économique. Enfin, tout ça, c'est vraiment une aide énorme. C'était le Sense Cube, qu'on remerciera jamais assez. Et donc, ils nous ont aidés pendant 6 mois à se structurer et à faire que ce projet, qui était au départ simplement une idée, il se réalise et qu'on devienne vraiment une entreprise sociale et qu'on ait un impact réel, quoi. C'était quoi les écueils? Les écueils, ils sont assez nombreux. C'est que c'est l'importance d'avoir des partenaires sociaux, notamment, parfois médicaux. Parce que rencontrer des gens qui sont issus de la grande précarité, on a vu que ça fonctionnait. Ça, on a vu vraiment la reprise de confiance en soi, le fait d'être vecteur de savoir, parfois pour la première fois de sa vie, c'est énorme. On l'a vraiment constaté. Par contre, il y a aussi les problèmes de vie qu'on peut avoir. Ça peut être les addictions, beaucoup, par le passé. Pas uniquement, on peut avoir aussi des problèmes de dépression. Et des problèmes qui peuvent toucher tout un chacun. Et qui sont des problèmes pour lesquels vous n'étiez pas formé, vous? Exactement, et puis c'est vraiment exacerbé dans des situations quotidiennes difficiles. On a parfois de la promiscuité là où on dort, là où on vit, et tout ça, ça provoque beaucoup d'ascenseurs émotionnels. Et donc tout ça, c'est des choses pour lesquelles on s'est rendu compte que quand les personnes sont déjà accompagnées, ou alors on les incite lorsqu'on les rencontre à être accompagnés par des assistantes sociales, des éducateurs, des psychologues. Et tout ça, c'est vraiment, c'est avec toutes ces équipes. Donc un des écueils, c'était de vouloir sauver le monde avec une bonne idée tout seul, en fait, finalement. C'était de pas... Un des écueils, c'était ça. C'est de penser que l'intention suffisait. Tout à fait. Et puis aussi un écueil dans lequel je pense on n'est pas tombé, mais qui peut être vraiment présent, c'est le fait de se voir soi-même dans un projet, de ne pas voir le projet dissocié de soi. C'est-à-dire que le projet, à un moment donné, il naît dans la tête de quelques personnes. On est content de le construire, mais déjà, on peut difficilement être seul pour le construire. Là, on était 3 et on n'était vraiment pas de trop. Ça demande beaucoup d'échanges, etc. Le projet, il vit avec les nouvelles personnes qu'on recrute, nos éclaireurs urbains, les bénévoles. On a une grosse communauté de bénévoles qui nous aident énormément. Les promeneurs qui sont aujourd'hui... les bénévoles. Oui, qui intègrent l'association, c'est génial. Qui intègrent et qui font partie de notre conseil d'administration. Aujourd'hui, moi, je suis salariée de mon association, mais en fait, qui la dirige, ce sont des anciens promeneurs qui sont au bureau, au conseil d'administration. Enfin, c'est vraiment, c'est devenu une famille. C'est une communauté, une famille. communauté. C'est le mot que Bénédicte utilisait justement juste avant que vous arriviez, puisqu'elle a vu cet épisode dans la rue et elle se disait finalement, c'est ce qui nous a manqué. C'est une famille. Et Ouais, c'est ça. ça que vous avez créé sans même vous en rendre compte. Sans doute, et aujourd'hui c'est pour ça que c'est bien de voir que le projet il vit. Aujourd'hui, si nous on n'est plus là, les cofondatrices, c'est plus grave. On a essayé de lancer, d'avoir cet impact initial et chacun peut contribuer et faire sa part du colibri. Moi, ce qui me plaît, c'est de ne pas s'adresser qu'à une population, c'est-à-dire garder le champ ouvert et surtout quand vous dites la solitude, parce que je pense qu'il y a énormément de personnes qui ne sont pas forcément dans une précarité financière ou SDF, mais qui sont horriblement seules, qui n'ont pas d'enfants, pas de famille. Et ça, c'est terrible. Je veux dire, C'est super important pour nous de mélanger les personnes parce que, encore une fois, on n'est pas un accident de la vie. On est une vie, on est des humains avec une histoire, on a tous cette histoire et un jour, être simplement associé avec l'étiquette SDF, on n'est pas un SDF. On a un moment de vie où peut-être on va se sentir seul, on va perdre son boulot, on va Alors, ce qui me trouble, Amandine, c'est que j'ai l'impression de rencontrer une grande dame. C'est comme si je rencontrais Simone Veil. Vous avez 27 ans. C'est ça, Donc, mais qui êtes-vous, Amandine? Non, mais je sais pas, je pense que je suis... Vous êtes né dans quel milieu et qu'est-ce qui vous a sensibilisé à ça? Je suis peut-être une personne simplement de la génération Y, de celle qui aujourd'hui a envie de faire un travail qui a du sens, qui est prêt à renoncer un petit peu au salaire, qui veut quand même avoir un avenir professionnel, mais moi j'ai envie de me lever le matin, de savoir pourquoi je le fais. Il y a plein de boulots qui peuvent correspondre à ça, mais c'est penser à la planète, c'est penser aux gens autour de nous. Ce travail-là, je suis vraiment super contente que ça fonctionne. On voit les résultats concrets, hein, on a des super chiffres.
Après, je ne m'installerai pas forcément pendant 30 ans dans cette association en espérant qu'elle dure. Vous allez en Je ferai créer peut-être d'autres. autre Vous allez chose. faire et d'autres puis, choses. on Mais verra. pour comprendre votre profil au départ, c'est-à-dire que c'est une sorte de sensibilité, c'est un déclic. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous avez envie d'agir parce que le problème, j'ai envie de dire, il désole tout le monde, mais c'est tellement énorme qu'on se dit si les pouvoirs publics le font pas, si les associations qui ont pignon sur rue depuis des années n'ont pas fait ça, comment arriver à trois amis pour régler, encore une fois ça part, mais pour essayer de régler quelque chose qui a l'air colossal et qui est très intimidant. Je pense qu'aujourd'hui, le fait d'avoir des accompagnements comme les incubateurs sociaux dont je parlais, c'est vraiment un outil extraordinaire. Parce que, on a déjà chacun- Citez-les, c'est important. Hein. Il Ouais, s'appelle comment des incubateurs comme le Sense Cube dans lequel on était. Le Sense Cube, qui fait partie du réseau Make Sense. D'accord. Voilà. C'est important, c'est important. Donner du sens, ouais, c'est très important de les citer. Ils nous ont été vraiment d'une très grande aide. C'est ça qui permet de passer de la simple idée, alors qu'on a un boulot à côté, peut-être déjà dans l'associatif ou non. Mais voilà, on a une idée, on se dit pourquoi pas. Après, on y croit, mais on se dit pou, ça paraît être vraiment une montagne. Vous parlez comme Brigitte, en fait. J'ai cru m'entendre. On se dit souvent. Donc on s'est dit pou. Ouais. Vous êtes dit pou et finalement. Et finalement, waouh. Mais j'adore quand on parle comme ça, ma part jingle. Et donc, vous êtes. Moi, ce que j'ai retenu, c'est que souvent, ce qui empêche de faire, c'est la peur de l'échec. Et vous dites non, on essaye. On essaye et au pire, ça marche pas. Qu'est-ce qu'on y perd? Qu'est-ce qu'on risque? C'était transmis par les parents. C'est quelque chose qui vous a choqué, comme notre camarade Martin qui nous a expliqué lorsqu'il était venu que voilà, c'était pas supportable pour lui de voir des gens dans la rue et de savoir que personne les regardait. C'était quoi dans votre cas? Ouais, c'est, je pense, des restes de l'enfance. L'enfant supporte souvent pas l'injustice. Et je crois que ça, c'est un truc que j'ai pas réussi à m'en remettre avec l'âge adulte. Voilà. Ne grandissez pas. Bon, Amandine, j'ai envie de vous applaudir encore. Bravo. Ouais, c'est bien. Bon, redites-moi le nom. Redites-moi le nom. Nous, c'est l'alternative urbaine et c'est le Sense Cube. Et donc, on pourra retrouver tous les coordonnées sur le site de 1001 vies rêvées. Et évidemment, je demande à mes camarades de me tenir au courant si parmi les Français, il y a des idées comme ça formidables Bien qu'on sûr. pourrait mettre en avant, mettre dans la lumière. On continuera de le faire. On est là pour ça. Merci beaucoup. Merci. Alors, Brigitte, tu nous as dit tout à l'heure que tu nous emmenais en Australie où il y avait des idées formidables, une idée formidable pour aider les personnes qui étaient en état de précarité Voilà. pour laver leurs vêtements. Voilà. Alors vous, pour laver vos vêtements, c'est simple. Vous les mettez dans votre machine à laver. Vous ne posez pas plus de questions, c'est tout à fait normal. Mais que font les SDF pour laver leurs vêtements? Comment Eh ils ben, font il y a des normalement il y a des machines, il y a des comment s'appelle ça, des laveries automatiques. Seulement entre la lessive, le lavage et le séchage, il y en a pour 4-5 euros. Donc c'est trop cher pour eux souvent. Alors, deux petits Australiens, à peine plus vieux que toi, Martin, 22 ans tous les deux. Ils ont eu une idée fabuleuse. Alors, ils s'appellent, attendez que je regarde, Luca Pachette et Nicolas Marchesi. Ça, c'est leur prototype. Ils ont créé une machine à laver comme ça. Et l'idée, c'est qu'ils Et ont... sur roulette, on remarque. Oui, mais là, en réalité, c'est une laverie ambulante. Ils les mettent dans des camionnettes. Alors, il y a une machine à laver, un sèche-linge. Et la fourgonnette remorque un générateur électrique. Et comme ça, l'eau est fournie soit par les parcs, soit par les entreprises qui sont dans la région. Et ils ont eu l'idée de faire un partenariat avec les petits restaurants ambulants qui distribuent de la nourriture. Les food trucks. Les food trucks, j'osais pas le dire. J'osais pas le dire, je voulais parler Des français. camions restaurants. Des camions restaurants. Et L'intérêt, c'était quoi de s'associer à eux? eh bien, parce que comme ça, pendant qu'ils nourrissent, ils servent des repas à tous les SDF, eux, ils récupèrent les vêtements, ils les mettent dans la machine et puis ils discutent avec les gens. Ça fait un petit coin convivial, tout le monde parle, tout le monde s'entend bien. Et voilà. Alors, ça, c'est donc les petites camionnettes. Alors, vous voyez, ils ont génial. 2 machines dans chacune. Elles sont grosses, hein, c'est des gros Elles sont machins. grosses, oui, c'est des grosses C'est des machins. 12 kilos, des 15 kilos 20 kilos. 20 kilos, Mais pardon. oui, monsieur, Ah oui. t'as voulu m'avoir, raté. Ben oui. Alors donc, ça marche. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Ça, ce sont les bénévoles. Il y a 300 bénévoles. En 2 ans, Ça, c'est génial. Ils ont réussi. C'était 2 gamins de 20 ans voilà. C'est fou, hein. et il y a 300 bénévoles. Ils ont 300 bénévoles, 5 vannes maintenant pour le moment, 53 000 kilos de linge lavé en 2 ans. On fait des C'est-à-dire qu'ils voilà. vont là où sont les gens, tout simplement. Oui, ils circulent, comme ça ils vont où sont les SDF. Ils commencent à en installer un peu partout en Australie.
Moi, je trouve que c'est une initiative géniale. Et quand aurons-nous ça en France? Parce que pour le moment, en France, nous n'avons pas ça. Réaction, Marie. 2 gamins de 20 ans qui se retrouvent avec 300 bénévoles qui avaient une idée parmi les autres. Alors moi, je me pose une question, et c'est un peu... C'est un peu bête, mais donc on leur prête des fringues, ils apportent juste leur sac de linge sale. Non, comme mais ça, ils mais- doivent porter ils doivent en avoir quelques-uns dessus. Oui, non mais je me suis dit, donc bon. Ça Oula, en non, pratique, mais- s'ils ont une tenue, effectivement, ça se complique. Oui, alors là, je sais pas. Alors là, bonne question. Bon, partez en Australie, vous nous ramenez la réponse. Voilà, vous avez deux C'est heures. comme ça. Paf. Non mais ça n'a aucun intérêt, mais je sais pas pourquoi j'avais ça. Non, mais c'est Mais important si. d'être concret, parce Au qu'effectivement... contraire, je suis vexée de ne pas y avoir. Ah, c'était pas non plus le C'est but. son esprit mal placé. Non, mais rassurez-vous. Bah, tu l'attaques même bien, donc... En fait, ils font chip and Dale pendant que Oui, leur linge se exactement. lave de linge. Enfin, il y a double emploi. Ouais. Et vous, Amandine, réaction, parce que vous sont quasiment votre âge, quoi. Ce sont des gens qui changent le monde, qui sont des gamins. Moi, j'adore cette idée. Comment vous réagissez de savoir que vos homologues australiens ont ce genre d'idée comme ça? Moi, je trouve ça malin, simple, astucieux, bien pensé, fait en collaboration avec d'autres structures existantes. Pas trop d'égo là-dedans, du coup, apparemment. C'est important ça, ce que vous allez dire. C'est que c'est pas des gens qui arrivent en disant voilà, rien n'a été fait, moi j'ai l'idée du siècle. C'est non, il y a des gens qui font, et peut-être que mon idée va aider à fédérer Exactement. et ne pas et être humble et être en partenariat. C'est ça que je dois retenir, j'ai l'impression. hein. Ouais, tout à fait. C'est vraiment important. Bon, c'est super. Merci Brigitte pour cette super idée. Ça Merci fait- beaucoup. Ça fait écho en fait à une rencontre que vous avez fait avec Guy, qui était une personne sans abri. Son duvet et ses vêtements, ils étaient super crades. Et, j'habitais à Mantes-la-Jolie, donc Paris, c'était à peu près, ça faisait à peu près 2 heures de trajet. Et j'avais pris son Des heures à duvet. pied. Non, en train. Et j'avais pris. Monte la jolie 2 heures de Paris. Oui, retour. non, mais ça, le bus, puisque j'habite dans la campagne, il faut prendre le bus, l'attendre, enfin, c'est compliqué. Et j'avais ramené le duvet, tous ses vêtements, je les avais lavés chez moi, et puis j'avais fait un aller-retour pour lui ramener, il était super heureux. Enfin, le fait de se dire, en fait, je vais pouvoir ce soir, je dors dans quelque chose qui est propre, et je vais me sentir bien. Bien sûr. Parce que l'odeur de transpiration, plus enfin, c'est la pollution, tout ça, c'est un enfer. Et toi, t'avais eu l'idée comme ça? Ah non, pas l'idée, non, c'est que je le voyais, puis il me disait, ah, j'en ai marre, je peux te les laver. Ma mère, elle a été un peu surprise parce que je n'attendais pas, mais. C'est ça que j'allais demander, effectivement. Martin, tu nous as dit tout à l'heure que effectivement ça c'est pour pour laver les vêtements et finalement il faut se laver soi-même. Et en quoi c'est compliqué pour les SDF de se laver eux-mêmes? Alors c'est le très fait- compliqué parce que les Parce qu'il y a des douches publiques. Alors, il y a des douches publiques, mais elles sont généralement assez crades, elles sont super blindées, donc les personnes elles peuvent pas y aller. Et si elles y vont, en parallèle elles peuvent pas faire la manche ou faire leur démarche administrative parce que ça prend du temps. Et en fait il y a des camions douches qui ont été créés, des camions douches itinérants. Et alors j'ai montré le petit iPad comme Donc ça. ça c'est en France? Ça, c'est en France. Ça a été créé. C'est la belle idée de Randzika Faïd qui a 47 ans et qui en fait fonctionnait au ministère du Travail. Et en 2006, elle aidait déjà les personnes sans abri en faisant des maraudes, en amenant à manger, en discutant avec eux, enfin du lien social, quoi, quelque chose de très humain. Et elle a vu un sondage qui disait en fait que la 3e priorité chez les personnes sans abri, c'est de rester propre avant d'avoir un toit et de la nourriture. Donc ça fait écho en plus à ce que disait Brigitte. Et donc elle a après avoir récolté des fonds privés, elle a équipé en fait une caravane avec une douche. Donc elle a salarié une première personne, c'est Jean-Pierre, qui remplit le réservoir, 200 litres, c'est assez costaud. Et donc tous les jours, des personnes peuvent venir se laver dans des petites douchettes autant qu'ils veulent avec des produits soins du corps, du shampoing, du gel douche. Ils peuvent rester autant qu'ils veulent. Est-ce qu'ils peuvent se raser aussi? Et ils peuvent se raser. Ah ouais. Et alors il y a un petit truc qui est génial, c'est qu'en fait pendant qu'il y en a un qui prend la douche, l'autre est en train de discuter avec le bénévole autour d'un café. Puis donc c'est non seulement une douche et prendre soin de soi, mais c'est aussi discuter, se reposer un petit moment. Un moment de convivialité aussi autour de la douche, quoi. Exactement. Et là donc ça c'est Patrice. Et Patrice, il habite près de, il vit près d'Enfer Rochereau. Et donc à chaque fois que Mobile Douche vient, il discute, ça lui fait du lien social, ça lui permet de se faire un petit moment de pause. Puis là, c'est Patrice. Alors il est invalide, parce qu'il a eu une opération, donc 12 broches, enfin une broche avec 12 vis, pardon. Et lui, il dit en fait qu'il se sent comme un prince quand il vient. Est-ce qu'il n'a pas besoin d'apporter son gel douche parce que c'est un coût, le gel douche, les produits d'hygiène, et donc il peut en profiter, revoir tous les bénévoles. Et alors ce qui est exceptionnel, c'est que Mobile Douche, ils ont deux caravanes à Paris, une à Avignon, et ils veulent en avoir une 4e là, à la rentrée pour quadriller vraiment toute l'île de France. D'accord. Et si on les contacte et qu'on a un camping-car et qu'on veut le transformer, on peut le faire? Ça c'est tout à fait possible. Ils cherchent d'ailleurs des camping-cars à récupérer. Et ce qu'ils cherchent aussi, c'est des produits d'hygiène, des produits, des soins pour les personnes sans abri, les personnes de la rue.
et puis des bénévoles. Enfin, il y a plein de choses. Randzika, je la connais. C'est une personne juste réjouissante, joviale, qui a toujours le sourire et qui a eu des moments de galère aussi et qui veut aider, quoi, qui a envie de participer. Et donc, c'était pas le métier, c'est ça que je retiens à chaque fois. Hein. C'est que ce sont des gens qui n'acceptent pas la fatalité et qui osent essayer. Réaction des invités. Ce que je trouve incroyable dans les deux associations que vous venez de présenter, c'est que on pense précarité, on se dit toujours il faut se nourrir, et c'est très important. Le fait de pouvoir laver ses vêtements, dormir dans des couettes qui sentent bon le propre, moi je trouve c'est un luxe, hein, je veux dire voilà. Et donc prendre une douche, etc. C'est vrai que ça Pensez rend à ce qui paraît être un détail, quoi, c'est ça? Pensez à ces choses qui paraissent être des détails. Oui, mais si en fait finalement, si je mange à ma faim, entre guillemets, donc si je mange pour survivre, mais que je ne peux pas prendre une douche, je ne peux pas aller me présenter chez quelqu'un, si j'ai des vêtements sales, parce qu'on en est encore dans une société, c'est que pour se présenter à un emploi, il faut être présentable d'une certaine façon, et donc là, si on pense pas à ces petits détails, c'est ça qui me frappe. D'ailleurs, dans le mobile douche permet en fait des personnes qui travaillent, qui ont un emploi mais qui vivent dehors, puisqu'il y a à peu près, je crois que c'est un sans-abri ou 2 sans-abri sur 3 qui travaillent, de venir se doucher le matin, de repasser leur chemise pour aller au boulot. Donc c'est quelque chose qui est vraiment d'utilité publique et qui permet de garder une dignité, de reprendre confiance, parce que quand on n'est pas soigné, on peut perdre son boulot, on n'est pas valorisé, on ne se sent pas à l'égal des autres, et c'est quelque chose qui est assez perturbant, quoi. Bon, continue Martin de nous présenter des gens qui ont belles idées, de ce type. Merci beaucoup. Et alors, tu l'as compris Céline, on n'a pas le temps. Jamais ces idées sont formidables, mais ce sera évidemment l'occasion de se revoir. Hein. Tu reviens nous parler de cette idée où effectivement on a demandé à des personnes en précarité, En réinsertion, d'aller s'occuper des espaces verts du zoo de Pont-Scorff. Et puis comme on parlait de beauté, de transmission, de partage puis de racines, forcément, c'est-à-dire que pour aller mieux, pour se sentir bien, il faut se recentrer, il faut se reconstruire. C'est tout ce que fait cette association. Bon, on le verra très très prochainement avec un reportage, j'espère. Hein. Donc merci les camarades, merci beaucoup. Est-ce que vous arrivez à comprendre pourquoi je les adore? Bah oui. Dites-moi pourquoi, parce que des fois je sais plus. 8 ans au mot foyer, chapeau. Hein. Rien que ça. Je le fus. Oui, j'ai compris. Non, mais quand vous m'avez expliqué qu'on était là pour parler de solutions et de positivité, moi, j'adore. Ben oui, vous êtes l'incarnation de ça, hein, puisque vous m'avez dit plusieurs fois. J'ai du mal à le dire moi. J'ai du mal à le dire moi, mais vous l'avez dit, et vos amis l'ont dit, et vos proches l'ont dit. Vous ne devriez pas être parmi nous, puisque Bénédicte s'est inquiétée pour vous très longtemps, en disant je n'ai pas de ses nouvelles. Voilà, est-ce qu'elle est encore en vie, puisqu'elle était dans l'autodestruction. Et donc elle est là pour nous dire que oui, on peut s'en sortir. Donc addict, et voilà, c'est bouleversant d'authenticité. Et aujourd'hui, donc vous êtes en pause parce que vous êtes une jeune maman pour la 2e fois. Mais vous allez à nouveau consulter, et parce que vous faites partie de ceux qui peuvent comprendre, effectivement, sans juger, ceux qui sont confrontés à l'addiction. Merci à tous d'être venus. Merci beaucoup. Merci. Et merci pour la confiance, Marie. Merci beaucoup. Merci, et puis, j'aime bien terminer avec cette phrase d'un poète que je ne connais pas, qui disait « Ne pas partager est une perte de temps ». Alors, merci à tous de nous en avoir fait gagner. Merci à vous. Merci. Si vous aimez les belles rencontres inspirantes, vous serez touché lundi par le témoignage de Carole. Victime d'un homme qui maniait la terreur physique pour asseoir son pouvoir, longtemps, Carole n'a pas réussi à dire non, à s'enfuir. Mais elle est de celles qui se relèvent plus fortes après le pire. Il y a eu un événement, un soir, bam, ça m'est tombé dessus. J'ai rien vu venir. Il bondit sur moi et il m'étrangle. J'ai cru mourir. Il me dit je suis désolée, excuse-moi, et je tombe dans le panneau. C'est ce que beaucoup de femmes n'arrivent pas à faire, c'est de complètement couper les ponts avec cette personnalité-là. Et malheureusement, c'est le seul moyen pour vraiment réussir à s'en sortir.